Madame, Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission littéraire 4e de couverture. Elle s'appelle Christine Godfrey. Elle est l'auteure de l'ouvrage Éthique musulmane et développement. Christine, merci d'avoir accepté cette invitation. Écoutez, je vous remercie aussi et je vous remercie de m'avoir invité dans les locaux de l'Harmattan Sénégal. C'est un plaisir. Alors, Christine Godfrey est titulaire d'un master en sociologie et docteur en géographie de l'Université de Rouen en France. Elle a travaillé sur l'islam en France. Au Sénégal, ses recherches en géographie culturelle et politique dans le cadre de l'UMR 6206 CNRS-ID portent sur la contribution fondée sur l'éthique musulmane des familles religieuses pour la paix et le développement. Pourquoi, Christine, vous avez voulu travailler sur l'éthique musulmane et en prenant l'exemple sur le Sénégal? Alors tout d'abord, j'ai commencé, comme vous l'avez si bien dit, j'ai commencé donc mon master sur l'islam en France. Mon master portait sur peut-on concilier justement les valeurs de l'islam avec les valeurs républicaines. On est donc, vous savez que c'est une république laïque et démocratique à minorité musulmane, mais on est quand même la seconde religion en France au niveau de l'islam. Donc j'ai voulu m'intéresser au Sénégal parce que c'est une ancienne colonie française où sous la colonisation, l'islamisation massive s'est faite justement sous la colonisation, et à l'indépendance vous êtes devenu aussi une république laïque, mais à majorité. Une certaine transposition des textes et des formes françaises ici au Sénégal. J'ai voulu reprendre, je me suis appuyée sur les travaux du politologue Christian Coulon, Le Marabout et le Prince, et j'ai voulu savoir à l'ère de la mondialisation ce que ça donnait justement au niveau du pouvoir religieux. Est-ce que on a un modèle de développement fondé sur l'éthique islamique ou pas? Est-ce que justement c'est possible d'avoir un autre modèle de développement que le modèle occidental? Est-ce que les grandes familles religieuses tijanes sont porteurs de ce modèle-là? Donc voilà, j'ai voulu voir au Sénégal ce que ça donnait. Pourquoi le Sénégal? Merci beaucoup, parce que j'allais y revenir. Pourquoi vous avez choisi vos recherches, vous l'avez orienté exclusivement au Sénégal? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui a fait tilt dans vos recherches et dans votre conscience pour que vous orientez vos recherches ici au Sénégal? Donc le premier aspect, je répète, c'est surtout que vous êtes à 94% musulmans. Une république laïque et démocratique où le fait religieux est important et on ne peut pas sous-estimer le fait religieux dans une société. Et cet islam, c'est un islam confrérique où il y a plusieurs confréries, le mouridisme, la Qadriya, la Tijaniya, les Layènes. Et donc je me suis intéressée à la Tijaniya, qui est la confrérie majoritaire au Sénégal. Voilà. Et on sait très bien aussi que c'est l'école malékite qui prime. Effectivement. Donc c'est l'islam qui est greffé sur les traditions et les coutumes d'un pays ou d'une culture. Donc je voulais savoir ce que ça donnait. Alors vous avez vu, vous l'avez dit d'ailleurs dans l'ouvrage, l'islam au Sénégal, vecteur de paix. Il y a une certaine stabilité. Les confréries jouent un rôle important. Ils sont en quelque sorte, les hommes politiques, les autorités religieuses sont en réalité des médiateurs, parfois même, pour la stabilité sociale. Vous, qu'est-ce que vos recherches dans ce domaine vous ont montré? Donc ils m'ont montré plusieurs aspects, notamment donc dans le chapitre, j'ai tout un chapitre sur la diplomatie. Exact. Donc on a justement le pouvoir charismatique de certains grands marabouts. Oui. Voilà, c'est ça. Et source d'influence nationale mais aussi internationale. C'est-à-dire que le rayonnement de ces familles maraboutiques s'est développé aussi donc à l'étranger, notamment au Soudan, au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique. Et bon, je ne veux pas citer certains... Mais il y a certains guides religieux d'ailleurs qui ont été des ambassadeurs, notamment Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Voilà. En Égypte d'abord, ensuite il y a eu Moustapha Cissé qui a été également de pire. Donc nous avons vu des autorités religieuses que vous avez rencontrées. Il faut paix à son âme parce qu'il est décédé dernièrement d'ailleurs.
Il y a d'autres aussi comme Cheikh Mamoun Niass qui a aussi beaucoup fait dans le cadre de l'OCI pour régler certains problèmes, notamment les conflits du Darfour. Et ils ont aussi donc beaucoup de fidèles au Nigeria, donc ils temporisent aussi par rapport au Nigeria, même s'il y a des problèmes actuellement avec Boko Haram. Mais ils sont très actifs pour justement régler certains problèmes. J'ai aussi mentionné le problème qui est assez ancien au niveau des communautés, comme le conflit mauritanien, là, sénégalo-mauritanien, où justement, je ne veux pas revenir sur la famille Niass, mais la famille Niass a aussi beaucoup œuvré pour, et au niveau de sa mosquée, où ils ont justement protégé des Mauritaniens contre certains conflits pour les rapatrier au Sénégal. Et d'autres aussi, comme la famille ici de Tivaouane, ont aussi beaucoup œuvré pour la paix. Exact. Oui, nous avons vu que vous connaissez vraiment parfaitement bien la confrérie et les confréries même, devrais dire, ici au Sénégal. Avant même de continuer sur le fond de cet ouvrage, parlons peut-être vous. Qu'est-ce qui vous a poussé vous? Vous êtes, tout à l'heure, lorsque vous parlez, vous avez dit en France, on est minoritaire. On vous renvoie peut-être, c'est indéfini, mais quand vous dites on est minoritaire, j'y sous-entends que vous, quand même, vous êtes musulmane. Oui, c'est vrai. Parfaitement, je suis musulmane. Est-ce que c'est ce qui a guidé, votre recherche dans la pratique musulmane au Sénégal? C'est vrai que je pourrais dire que l'islam au Sénégal pourrait être un modèle, parce que c'est un islam basé sur le soufisme, où on prône justement la flexibilité, le juste milieu et la tolérance, et aussi l'esprit. L'esprit du Coran, on prend l'esprit du Coran et non pas, on n'a pas une lecture littéraliste du Coran, et c'est ce qui amène une certaine flexibilité d'esprit et pouvoir s'adapter aussi à la modernité et à un développement en adéquation avec l'ère de la mondialisation, tout en gardant l'éthique musulmane en tant qu'identité. Donc on peut être dans la modernité tout en étant musulman, et justement ça peut être aussi une richesse pour œuvrer au niveau du développement. Quels ont été, selon vos recherches, quels ont été les rôles qu'ont joué les guides religieux dans la stabilité sociale, selon vous, ici au Sénégal? Qu'est-ce qui détermine réellement le rôle du guide religieux? Alors, je mentionne justement dans le chapitre où je fais, je mentionne 4 types de positionnement des marabouts par rapport au pouvoir politique. Oui. Donc, je cite les spiritualistes. Les spiritualistes, ce sont les marabouts justement qui sont complètement séparés du pouvoir politique, et justement, c'est plutôt donc ça peut être des grands érudits qui veulent pas justement être influencés par le pouvoir temporel. Pour eux, s'ils veulent accéder à une grande spiritualité, ils doivent, le pouvoir politique doit être, et religieux doivent être réellement séparés. Oui. On a les spiritualistes critiques, comme Serigne Mansour Sall, oui. Qui lui, voilà, c'est ça, qui utilise justement les médias pour s'exprimer quand il n'est pas d'accord par rapport au pouvoir politique. Même Serigne Mansour Sy Djamil. Voilà, tout à fait. Ce sont, mais Mansour Sy Djamil est plus c'est la 4e catégorie. Oui. Ce sont donc, pour moi, il est investi dans le politique. Donc, c'est plutôt un marabout politique. Et le troisième positionnement, pour moi, c'est, je prends l'exemple de celui qui est décédé aussi, qui était porte-parole, Abdoul Aziz Sy Junior. Donc lui, il est plutôt pour régler les conflits et s'exprimer au niveau politique
Donc c'est sur le plan politique, quand ça ne va pas ou quand il y a des conflits, il essaie de régler justement et de temporiser les... Comment voyez-vous le rôle ou bien la relation qui existe entre religieux et hommes politiques ici au Sénégal? Religieux et hommes... Oui, la relation entre religieux et hommes politiques ici au Sénégal. Comment voyez-vous? On ne peut pas généraliser, mais il est vrai que... C'est vrai qu'il y a des spécificités quand même. Le pouvoir religieux au Sénégal, enfin les confréries, les grandes familles tijanes, ont souvent une relation étroite avec le pouvoir politique. Où ils entretiennent justement, où ils donnent des conseils. Ça peut être aussi un rôle de conseil, mais c'est aussi pour moi des grands électeurs. Donc on est obligé de plus ou moins de... je veux dire, le pouvoir politique ne peut pas négliger le pouvoir religieux dans la mesure où ils ont un ancrage aussi local avec tous les problèmes locaux au niveau de la population en termes de pauvreté et aussi de développement. Donc c'est important de prendre avis au niveau de ces personnalités et notables locaux. Vous avez défini le religieux dans votre introduction générale lorsque vous dites que le religieux est une composante souvent importante de la compréhension de la mosaïque planétaire des ancrages et des dynamiques culturelles. Il peut, dans certains États souverains du monde, en s'appuyant sur une dimension politique, s'être constitué un véritable projet de société. Mais les élites religieuses d'un pays, motivées par leur éthique et leur place de guide, peuvent également être porteuses d'un projet de société. Il est une clé, parmi d'autres, de l'explication des tensions et des conflits à diverses échelles. Mais il peut également apparaître comme un vecteur de paix et de stabilité sociale et politique. Et vous dites que le Sénégal, pays multiconfessionnel, en est un exemple. Pourtant, en Afrique de l'Ouest, il y a des pays aujourd'hui qui sont peut-être qui n'ont pas la même posture que le Sénégal, mais là où il y a des conflits. Prenons par exemple le Mali, où vraiment, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a toujours des conflits internes. Et pourtant, c'est un pays musulman. Qu'est-ce qui différencie le Sénégal du Mali? Est-ce que le Sénégal, selon vous, peut échapper aujourd'hui à cette nouvelle géopolitique qui se dessine en Afrique de l'Ouest? Je pense que le Sénégal, par rapport à l'histoire, vous n'avez pas, justement à l'action de certains religieux, est complètement différent du Mali, par exemple. On prenait le cas de El Hadj Omar Tall, qui justement a fait la guerre sainte, et a propagé son empire jusqu'au nord du Nigeria. Donc il y a une tradition un peu djihadiste qui reste. Je ne peux pas dire que c'est... je pense que ça peut être un élément parmi tant d'autres. Il y a aussi la pauvreté, l'État aussi qui ne gère pas tout l'espace au niveau du Mali. Mais il y a peut-être aussi, je ne sais pas, c'est une hypothèse par rapport à cette tradition djihadiste qui règne peut-être ou qui reste au niveau du Mali. C'est peut-être une hypothèse. Mais au Sénégal, je pense que les familles maraboutiques sont un rempart contre l'extrémisme religieux. L'encadrement de ces familles est très important. Et notamment leur investissement dans le cadre de l'éducation, de la santé, dans des structures sociales, permet justement de dynamiser et d'encadrer les fidèles et les pauvres. Donc je pense que ça permet aussi donc, aux populations sénégalaises de garder un certain ancrage, et notamment la jeunesse, d'avoir un ancrage territorial et au niveau du Sénégal. Et c'est très important parce que si on fait la différence entre les populations immigrées en France, il n'y a pas cet ancrage, pour certains, il n'y a pas l'ancrage territorial, alors que vous l'avez ici par le biais des confréries. Exact.
Lorsqu'on parle de confrérie, qui est aujourd'hui l'essence même de l'islam au Sénégal, vous avez parlé également de l'islam et le développement. Pensez-vous aujourd'hui que le rôle des confréries pourrait booster le développement? Bien sûr, tout ça se retrouve autour de l'islam. Donc l'islam tel que vécu au Sénégal pourrait booster le développement en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un élément, le pouvoir religieux fait partie justement de la société civile. Ce sont des acteurs aussi qu'il ne faut pas sous-estimer dans le cadre du développement et qui sont très dynamiques. Je pense que vous avez raison, qu'ils peuvent booster réellement le développement parce qu'ils ont des potentialités au niveau justement des fidèles, en termes de l'agriculture. Donc il y a la main-d'œuvre, ils ont les terres, ce sont des grands agriculteurs. Donc ils peuvent garder des emplois au niveau rural et certaines activités. Ils ont aussi les moyens financiers où ils peuvent permettre de... Et par le biais aussi de certaines ONG, ils arrivent à récupérer donc des moyens financiers. Justement, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Parce que les ONG souvent l'ont dit que s'ils mettent leur argent quelque part, c'est parce que souvent il y a des motivations. Est-ce que ces ONG, la relation pécuniaire qui existe souvent entre les ONG et le pouvoir religieux ne peut-elle pas influencer ou bien en tout cas dénaturer l'islam tel que connu au Sénégal selon vous? Justement, je me suis intéressée par rapport à cet aspect, notamment de certaines ONG religieuses dont les financements proviennent des pays des pétrodollars. Parce qu'ils sont des courants dans la religion en tant que tel. Donc un courant complètement différent, le wahhabisme et le salafisme. Voilà. Et c'est vrai, vous parliez du Mali, on a ce problème au Mali où le salafisme et le wahhabisme s'est propagé par le biais justement du financement des pétromonarchies. Ça a été c'est Anne Wallet dans le cadre de sa thèse d'État qui a soulevé cet aspect. Mais ici, les religions sont assez vigilants et au niveau de tout, même les manuels scolaires, ils font très attention pour que leurs talibés et leurs élèves ne soient pas influencés par d'autres courants qu'un islam plutôt confrérique et un islam wahhabite ou salafiste. L'islam confrérique est-il aujourd'hui un modèle, une alternative, vecteur de paix, de stabilité sociale? L'islam confrérique, vous dites? Oui. Pour moi, je pense que oui. C'est un vecteur de paix. Parce que l'islam en elle-même, la religion en elle-même, prône la paix. La paix, la bienveillance entre les êtres. Elle prône aussi le respect de l'individu, quelle que soit sa différence. Parce qu'on doit respecter justement la créature divine, la création de Dieu. Et justement, c'est là on pourrait intégrer le principe de la laïcité, qui est souvent mal perçu par certains religieux qui considèrent la laïcité comme un concept, un concept occidental, anticlérical. Alors que la laïcité, c'est justement le respect des différences, sans qu'il y ait de violence et que chacun puisse vivre ensemble en bonne harmonie. Vous êtes musulmane française. Et c'est ce que j'ai aimé justement au Sénégal, c'est que toutes les communautés vivent en harmonie, que vous soyez animiste, catholique ou... Dans une famille, nous avons vu des familles mixtes, des familles où même il y a plusieurs confréries. Dans ces familles au Sénégal, nous avons cette culture-là. Ça, c'est typiquement sénégalais, c'est en quelque sorte une culture que nous avons héritée
a priori de la colonisation, a priori même de l'expansion de l'islam, parce qu'il y a le lien familial est très fort et cela permet de pouvoir garder encore cette affinité, ce lien, cette affection, cette tolérance entre membres d'une même famille. Ça se voit ici au Sénégal. Ce qui m'a beaucoup plu justement dans l'islam ici au Sénégal, c'est cette richesse par rapport justement à cette concordance entre les différentes communautés. Il y a cet aspect national, mais j'ai beaucoup aimé aussi par rapport justement le pouvoir politique qui a utilisé, enfin pris certains intellectuels marabouts pour justement aussi régler certains conflits et propager ces valeurs justement par rapport à la concordance entre les peuples. Parce que même dans le Coran, vous savez si bien que Dieu a dit je pouvais vous faire en une seule communauté, mais je vous ai fait différents avec différentes cultures. C'est pour mieux vous réunir et être en concordance. Donc pour moi, au niveau de ma recherche, c'était pas le fait de m'intéresser à autre chose, le sens de l'exotisme. Je pense que dans toute c'était justement pour rapprocher les valeurs. Et pour moi, les valeurs occidentales comme les valeurs islamiques peuvent enfin sur certains aspects, peut être en concordance. Voilà. Donc, et ça peut être une richesse. Et c'est sur peut-être ça que votre jeunesse pourrait s'appuyer à l'ère de la mondialisation. Vous êtes française musulmane, nous voyons souvent qu'il y a des heurts dans les débats. Excusez-moi du terme, peut-être heurts c'est un mot un peu fort, mais en tout cas il y a de fortes contradictions dans les débats, dans les médias surtout en France, entre l'intégration des musulmans et la société française par sa laïcité, ce qu'elle représente. C'est-à-dire la France ne voudrait pas se dénaturer à travers l'islam. Souvent, c'est ce que nous entendons à travers les débats et autres. Oui. Vous, quelle est votre posture? Quelle analyse faites-vous de cette situation? De ceux qui disent que les musulmans devraient s'intégrer totalement et ne devraient pas s'identifier dans la société. Or, pour un musulman, s'identifier en tant que musulman est important. Selon vous, quelle analyse faites-vous dessus? C'est une question assez intéressante que vous me soulevez et aussi assez complexe. Mais je peux éventuellement simplifier par rapport à ça. Je pourrais dire qu'en France, c'est vrai que y a cet aspect-là où on essaie, enfin plutôt, je prendrais le cas de la laïcité. Je reprendrai de la définition de la laïcité selon Jean Bobéro et Micheline Millot, qui justement dit que la laïcité c'est un équilibre entre 4 éléments. La garantie justement de la liberté de conscience, l'égalité et la non-discrimination. Donc là, ce que vous êtes en train de soulever, c'est une sorte de discrimination. Et la séparation entre le pouvoir politique et religieux et la neutralité de l'État vis-à-vis des différentes croyances. Et selon que l'État ou la société gère cet équilibre, la laïcité peut prendre des formes variées. Donc la laïcité que vous avez au Sénégal n'est pas spécialement la laïcité que vous avez en France comme dans d'autres pays. Mais ils ont soulevé qu'il y a surtout 2 groupes d'acteurs qui peuvent avoir une interprétation différente de la laïcité. On a un premier groupe qui aurait comme finalité la liberté de conscience comme liberté religieuse. Et là, on pourrait dire que c'est plutôt les chefs religieux ici au Sénégal qui auraient plutôt tendance à considérer la laïcité comme l'expression, la liberté d'expression du culte musulman, au détriment des autres personnes. Et il y a le second groupe, et dont vous êtes en train de parler d'assimilation au lieu d'intégration. L'intégration, c'est intégrer les différentes composantes de l'identité d'une personne. Donc ça peut être, c'est aussi l'identité musulmane que l'on doit intégrer à part entière comme une richesse culturelle pour la France. Et là, le second groupe, c'est la liberté de conscience qui serait plutôt la neutralité, la séparation complète et l'émancipation vis-à-vis de la religion.
Et c'est plutôt ce groupe-là qui aurait tendance à considérer la laïcité comme où il faut extraire le religieux de l'espace public. Et plutôt et le remettre... Si nous transposons cette approche même ici au Sénégal, est-ce que pensez-vous qu'il y a une séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique? Ici, au Sénégal, oui. Non, pas réellement. Il y a je pourrais dire, une complémentarité. C'est pas que le pouvoir religieux influe sur le politique, mais c'est plutôt le pouvoir politique qui demande conseil à une composante de la société civile qui sont le pouvoir religieux à ne pas sous-estimer, je vous dis, puisqu'ils ont un ancrage territorial et ils connaissent très bien les problèmes que la population locale rencontre dans la vie quotidienne. Et donc pour moi c'est très important que le pouvoir religieux c'est parfait. Alors Christine Godfrey, c'est la fin de l'émission. Vraiment c'est un honneur de vous avoir reçu. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que là j'entame donc un second livre qui sera bon là c'est plutôt général, mais par rapport aux limites justement du développement et certains aspects que le modèle de développement vu par les religieux n'est pas travaillé. Donc c'est une sorte de prolongement de cet ouvrage. C'est ça même, oui. Oui. Merci beaucoup Christine. Madame, Monsieur, chers internautes, vous l'avez suivi, c'est Christine Godfrey. Elle est l'auteur de l'ouvrage Éthique musulmane et développement humain, territoire et pouvoir religieux au Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.